StudyGate Digital Learning Technologies. Dysphagie. Alors, la dysphagie, c'est la sensation de blocage ou de gêne qui est ressentie lors du passage du bol alimentaire dans l'œsophage au cours de la déglutition. La dysphagie, anatomiquement, donc, elle concerne le carrefour aérodigestif supérieur et l'œsophage. D'emblée, il faut différencier la dysphagie d'une anorexie, qui est une perte d'appétit sans gêne lors de l'alimentation, surtout si l'anorexie elle est sélective, par exemple sur les solides. La sensation de boule dans la gorge, ou ce qu'on appelle le globus hystéricus, qui est une manifestation d'angoisse. L'odynophagie, en fait l'odynophagie c'est une douleur lors de la progression du bol, mais sans blocage. Ce n'est pas la dysphagie douloureuse, l'odynophagie. Et enfin, la satiété précoce. Alors, on distingue deux grands cadres étiologiques. Les dysphagies hautes ou oropharyngées et les dysphagies basses ou œsophagiennes. Donc d'emblée, il faut faire cette distinction, c'est très important, ça concerne différentes spécialités. La dysphagie oropharyngée concerne les ORL et les neurologues, alors que la dysphagie œsophagienne, ça concerne les gastrologues. Donc c'est très important de connaître les éléments qui orientent vers l'une ou l'autre. Alors, les éléments qui orientent vers une dysphagie oropharyngée, en fait, c'est une dysphagie qui survient pendant l'initiation de la déglutition, donc pendant la phase plutôt volontaire de la déglutition. Elle est du siège cervical haut, donc le patient généralement montre le siège du blocage au doigt au niveau du cou. Il s'accompagne souvent des fausses routes, de régurgitation nasale, parfois des efforts de déglutition répétés, une voix gargouillante, humide. On note souvent la stagnation alimentaire dans l'hypopharynx. Là, il faut compléter par un examen neurologique spécialisé, notamment l'examen des paires crâniennes, surtout à la déglutition, elle dépend bien sûr des nerfs crâniens 5, 7, 9, 10 et 12. Et un examen ORL, notamment la laryngoscopie ou l'œsophagoscopie au tube rigide selon les causes, on va voir. Deuxièmement, la dysphagie œsophagienne, donc ça survient au cours de la phase de déglutition involontaire, donc après la phase de déglutition volontaire. Elle est de siège rétrosternal et peut s'accompagner par des régurgitations, mais par la bouche. Donc il y a la première classification en dysphagie haute, dysphagie basse. La deuxième classification, c'est en fonction de mécanisme. En fait, on a des dysphagies qui sont lésionnelles ou mécaniques, donc généralement présence d'un obstacle ou d'une sténose, et les dysphagies fonctionnelles qui sont dues à un trouble moteur. Alors, les dysphagies fonctionnelles, on a les troubles moteurs de l'œsophage, mais aussi les dysphagies d'origine neurologique, les dysphagies fonctionnelles. Généralement, on a une anomalie organique ou un obstacle. Alors, la partie la plus importante du cours de dysphagie, c'est l'étiologie. Donc, on peut avoir des QCM ou des cas cliniques, surtout sur la partie étiologie. Et pour s'orienter vers l'étiologie de la dysphagie, très important à connaître, c'est les caractères de la dysphagie. Avec l'interrogatoire, c'est un temps capital devant toute dysphagie. Donc, les éléments les d'abord, le terrain, c'est très important. Immunodépression, une radiothérapie, un patient alcoolo-tabagique, l'ingestion des caustiques, une maladie générale qui est la sclérodermie ou l'amylose, le reflux gastro-œsophagien ou carrément un antécédent de néoplasie ORL par exemple. L'ancienneté, elle est très importante. Le mode d'installation, alors une dysphagie progressive, ça oriente vers une cause organique. Un mode d'installation brutal, ça oriente vers un corps étranger ou une cause aiguë telle qu'un abcès cervical. L'évolution est très importante. Il y a les dysphagies qui évoluent de façon chronique, continue, avec tendance vers l'aggravation progressive. C'est les dysphagies organiques et celles à évolution paroxystique, capricieuse, c'est les dysphagies fonctionnelles. Alors, je m'en ai capricieuse ou intermittente, c'est en fait il existe des périodes sans dysphagie.
Le type de dysphagie est très important, notamment la sélectivité. Est-ce que la dysphagie elle épargne les solides, elle épargne les fluides, ou bien elle intéresse aussi bien les solides ou les fluides. Dans ce cas, la dysphagie paradoxale, c'est quoi une dysphagie paradoxale? C'est une dysphagie qui intéresse les fluides mais qui épargne les solides. Et bien sûr, les signes associés. Dans ce cas, on peut avoir une dysphonie, une dyspnée, une toux et une hypersialorée. Là, c'est des signes surtout en faveur d'une dysphagie haute, pharyngo-laryngée. L'odynophagie, ça oriente vers une œsophagite. Une douleur thoracique associée, ça oriente vers les troubles moteurs de l'œsophage. Chef de file, c'est l'achalasie, mais aussi les spasmes diffus œsophagiens ou œsophage casse-noisette. Les régurgitations et le pyrosis s'orientent vers un reflux gastro-œsophagien. Dans ce cas-là où le reflux gastro-œsophagien simple ne donne pas une dysphagie, c'est un reflux compliqué, que ce soit d'œsophagite peptique ou de sténose peptique ou bien parfois des diverticules, ou aliati dysphagie. Donc un reflux gastro-œsophagien simple, KNG, FQCM, est-ce qu'il donne une dysphagie? Non. Et aussi l'otalgie réflexe, dima fait les causes, surtout les causes pharyngo-laryngées, et ça oriente vers des causes généralement néoplasiques, notamment le carcinome épidermoïde de l'amygdale. Alors après, il faut bien sûr l'examen physique, notamment il faut apprécier le retentissement de cette dysphagie, la dénutrition, la déshydratation, et les examens complémentaires. Et le maître examen, c'est la fibroscopie œsogastro-duodénale qui va étudier l'œsophage, l'estomac jusqu'au duodénum en D2. Ça permet donc de chercher une lésion au niveau de l'œsophage et de réaliser des biopsies ou systématique. La biopsie, il faut au moins 5 biopsies étagées à les entités, ce qu'on appelle les dysphagies à endoscopie normale, et une cause qui est récente, c'est l'œsophagite eosinophile. Il est un œsophage presque macroscopiquement normal, donc les systématiquement on la biopsie. Bien sûr, dit l'endoscopie, il faut être prudent à la présence d'une sténose qui n'est pas évidente, la présence d'anneau qui est une striction, une stase, des spasmes, des stries ou des sillons, parfois des dépôts blanchâtres, attention, faut qui orientent vers l'œsophagite dissecante chronique, qui est une entité récente à connaître. Puis on a les examens de deuxième intention, la manométrie œsophagienne, toujours en deuxième intention, même si le cas clinique il nous oriente vers une achalasie ou un trouble moteur, il faut commencer par la fibroscopie œsogastro-duodénale. Normalement, c'est une question classique. Au Tawa, bien sûr, on a ce qu'on appelle la manométrie œsophagienne à haute résolution. C'est plus sensible que la manométrie conventionnelle. En deuxième intention, on peut faire le transit œsogastro-duodénal, notamment le transit barité, surtout si sténose œsophagienne non franchie par l'endoscope. On peut aussi faire le scanner thoraco-abdominal, surtout en cas d'aspect de compression extrinsèque à l'endoscopie, et l'écho-endoscopie œsophagienne. Donc, les examens complémentaires principaux devant une dysphagie basse. Bien sûr, devant une dysphagie haute, il faut faire l'examen ORL, notamment l'endoscopie ORL au tube rigide. Et en cas de dysphagie d'origine neurologique, là, il faut compléter par l'IRM du tronc cérébral pour voir les nerfs crâniens. Donc, question d'examen très importante, comment distinguer entre une dysphagie organique d'une dysphagie fonctionnelle? Cas clinique les arguments donc à relever plutôt vers une cause organique ou une cause fonctionnelle, il faut les apprendre. Alors les éléments qui orientent vers une cause organique, c'est le caractère récent, une altération de l'état général, une évolution progressive croissante, la sélectivité, initialement pour les solides, puis pour les liquides, ou bien l'absence de sélectivité. Maintenant, les éléments qui orientent vers une cause fonctionnelle, c'est le caractère intermittent, paroxystique, c'est l'ancienneté, c'est la prédominance pour les liquides, donc le caractère paradoxal qui est inconstant. Il n'y a pas ce caractère paradoxal, il est inconstant. Et l'existence des manœuvres facilitantes,
notamment manœuvre de Valsalva et l'absorption d'une grande quantité de liquide, c'est en faveur d'une cause fonctionnelle, donc un trouble moteur. Alors, on va commencer par les étiologies et on va la dysphagie haute ou la dysphagie oropharyngée qui intéresse les ORL et le neurologue. Alors, la première étiologie, donc la hantise devant une dysphagie haute, c'est les cancers de voies aérodigestives supérieures. Le terrain est très important, généralement c'est l'alcoolo-tabagique, donc c'est le carcinome épidermoïde qui m'a l'épidémiologie le cancer de l'œsophage, l'installation progressive, l'association à des douleurs, à des otalgies réflexes, très important. Le diagnostic, alors, il faut faire donc l'endoscopie de voies aérodigestives supérieures avec des biopsies et le bilan d'extension, ça repose sur le scanner cervico-thoracique. Alors, les deux cancers les plus fréquents qui donnent une dysphagie haute, c'est le carcinome épidermoïde des amygdales, il fait partie de l'oropharynx, donc ça donne surtout une otalgie réflexe et une hypersialorée, donc deux signes caractéristiques. Et le cancer de sinus périforme, Léo s'intéresse plutôt la partie inférieure du pharynx ou l'hypopharynx. Deuxièmement, les corps étrangers pharyngés, alors là on a surtout chez les sujets âgés et dentés, donc ça donne une dysphagie brutale et douloureuse. Troisièmement, le diverticule pharyngo-œsophagien de Zinker, c'est une étiologie très importante à connaître. En fait, c'est une hernie de la paroi hypopharyngée postérieure au-dessus du sphincter supérieur de l'œsophage, de la muqueuse et de la sous-muqueuse, en fait lié à un défect de la musculeuse. Et c'est un diverticule de pulsion, donc il y a un point faible, en fait c'est le point faible du quillon au niveau de la partie inférieure du muscle cricopharyngien. Et ce diverticule, donc il y aura une stase alimentaire qui va comprimer l'œsophage à son début et ça va être responsable d'une dysphagie haute. Cette pathologie, elle survient généralement chez les sujets âgés de plus de 60 ans. Cliniquement, alors, ça donne une dysphagie haute, intermittente, indolore, qui s'associe à des régurgitations spontanées des aliments non digérés. Elle est donc le signe le plus précoce et généralement le signe révélateur. Ça peut donner aussi des fausses routes avec des pneumopathies d'inhalation, une toux nocturne de décubitus, une haleine fétide, ce qu'on appelle une halitose, une hypersialorée, des bruits hydro-aériques au cou et s'associe souvent à une altération de l'état général, voire une dénutrition. Alors là, il ne faut pas faire la fibroscopie. C'est une dysphagie haute, donc il ne faut pas d'emblée faire la fibroscopie œsogastro-duodénale, il faut faire l'examen ORL. Et si on fait la nasofibroscopie, donc on va trouver le signe de la marée qui est pathognomonique. En fait, après une déglutition, la bouchée va disparaître dans l'hypopharynx puis réapparaît. C'est le signe pathognomonique. Et pour faire le diagnostic, il faut compléter par le transit œsogastro-duodénal, non pas par la fibroscopie. Alors le TOGD va montrer cette image diverticulaire en regard de C6-C7, la naissance de l'œsophage, ce qu'on appelle la bouche de Quillon. Et le traitement, bien sûr, c'est généralement un traitement chirurgical par myotomie de muscles cricopharyngés ou diverticulotomie. L'évolution, ça peut donc se compliquer, le diverticule de Zinker, d'une pneumopathie d'inhalation qui m'appelle, parfois d'une perforation ou d'une fistule, et rarement de cancérisation. Donc ça peut dégénérer des diverticules de Zinker. Autre cause de compression extrinsèque cervicale, c'est les tumeurs thyroïdiennes ou parathyroïdiennes, parfois un ostéophyte vertébral. Quatrièmement, les lésions inflammatoires oropharyngées, les épiglottites, alors les angines, le phlegmon amygdalien, des causes généralement aiguës, et une cause subaiguë ou chronique, c'est les amygdalites chroniques, donc ça peut donner des dysphagies hautes chroniques. Maintenant, pour les causes neurologiques ou neuromusculaires, ça intéresse surtout le sphincter supérieur de l'œsophage. Alors, la myasthénie, la dysphagie généralement révélatrice, ça peut s'accompagner d'une dysphonie, mais surtout d'un ptosis. Ptosis plus dysphagie, il y a aussi bien fait le myasthénie que fait le myopathie oculopharyngée. Et une diplopie, alors le caractère fluctuant qui est aggravé par la fatigue, ça nous oriente vers la myasthénie. Et pour faire le diagnostic, la triade, l'EMG qui montre le bloc neuromusculaire, la recherche des anticorps antirécepteurs de l'acétylcholine et l'amélioration au test thérapeutique à la myostigmine ou à la prostigmine. Deuxièmement, les paralysies des nerfs crâniens, surtout le nerf vague, qui donne une immobilité laryngée unilatérale, le signe de rideau, en fait la paroi pharyngée postérieure va se déplacer vers le côté sain comme un rideau,
une stase salivaire dans le sinus piriforme homolatéral, نلقاها في الpharyngoscopie, et les troubles de la sensibilité homolatéral. Le nerf vague, bien sûr, il faut faire le scanner cervico-thoraco-abdominal pour voir généralement si la cause sous-jacente c'est une compression. La sclérose latérale amyotrophique, qui m'appelle la maladie de Charcot, l'hémiopathie aussi, les AVC, surtout les AVC du tronc, la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson et le Guillain-Barré. Alors, à toutes les causes, donc il faut les apprendre. Il y a des particularité, alors les causes neurologiques, femmes en fait donc 3 causes d'origine plutôt infectieuse, donc 3 germes qui vont plutôt toucher les nerfs, c'est la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. Ils vont donner surtout une dysphagie haute. Deuxième cadre étiologique, c'est les dysphagies basses. D'emblée, la hantise, c'est le cancer de l'œsophage. C'est la cause à craindre et toujours à chercher. Donc, qui m'a dit la dysphagie œsophagienne, il y a les causes organiques et les causes fonctionnelles. On va commencer par les causes organiques. Pour les causes organiques, on va parler au début des causes tumorales. Alors, généralement, c'est le carcinome épidermoïde de l'œsophage. Plus rarement, un adénocarcinome qui peut être soit primitif œsophagien, donc surtout fait tiers inférieur de l'œsophage, développé sur œsophage de Barrett ou un endobrachyœsophage, qui est donc RGO chronique, soit initialement cardial étendu vers l'œsophage. Donc deux cas de figure à distinguer, soit un adénocarcinome cardial, soit un adénocarcinome œsophagien. Et de façon exceptionnelle, d'autres tumeurs malignes, les sarcomes, les mélanomes, ou bénignes qui mènent l'hyomyome de l'œsophage, ou parfois des tumeurs extrinsèques tangiformes, surtout les tumeurs médiastinales, bronchiques ou ganglionnaires. Alors, le cancer de l'œsophage, le carcinome épidermoïde, c'est le plus fréquent, 90%, ça concerne surtout les 2 tiers supérieurs de l'œsophage, c'est l'alcoolo-tabagique, 10% c'est l'adénocarcinome, ça concerne le tiers inférieur qui m'appelle endobrachyœsophage sur RGO chronique. Bien sûr, c'est un cancer de très mauvais pronostic, l'œsophage, donc ça donne généralement une dysphagie précoce, ça peut donner une dysphonie par atteinte de nerfs récurrents, un hoquet par atteinte de nerf phrénique et un syndrome de Claude-Bernard-Horner par atteinte de plexus sympathique. Le diagnostic, bien sûr, c'est la fibroscopie avec des biopsies. Attention, parfois, on a un cancer superficiel, donc là, il faut améliorer la sensibilité de la fibro en utilisant les colorants, notamment la coloration de Lugol qui va fixer les éléments tumoraux et le bleu de toluidine qui va fixer les zones saines. Bien sûr, pour le bilan d'extension, il faut faire l'examen ORL, une TDM thoraco-abdominopelvienne, parfois avec des opacifications hautes ou un TOGD, l'écho-endoscopie et parfois la fibroscopie bronchique. Mais c'est un cancer de très mauvais pronostic. Avec Alèche, il faut vraiment faire le diagnostic rapidement au stade chirurgical. Deuxièmement, donc les sténoses œsophagiennes. Alors, les sténoses œsophagiennes, les sténoses peuvent être de plusieurs étiologies. D'abord, on a la sténose caustique. Ce n'est pas l'œsophagite, l'œsophagite caustique matatiche dysphagie, c'est plutôt la sténose caustique qui survient entre 2 à 12 semaines après l'ingestion d'un caustique. Ça donne généralement une dysphagie intense, permanente, sur atteinte cicatricielle fibrosée de l'œsophage. Le maître examen, c'est la TOGD, donc par la gastrographie, mais pas le barite. Ça va montrer une sténose unique, parfois des sténoses étagées, et l'arrêt de produits de contraste, il est en queue de radice. Le traitement, bien sûr, ça peut nécessiter des dilatations chirurgicales, parfois le remplacement de l'œsophage ou la coloplastie, et il y a un risque de cancérisation sténose caustique. Deuxièmement, la sténose peptique. Dans ce cas, c'est les antécédents donc de RGO, d'œsophagite sévère. L'œsophagite sévère, c'est une perte de substance qui est surconférentielle, ça s'appelle stade 3 de Savary et Miller. L'installation généralement progressive et c'est une dysphagie permanente. Alors, il faut faire l'endoscopie plus les biopsies vu le risque donc de métaplasie, dans ce cas la muqueuse toilée de type intestinal, et il y a le risque bien sûr de cancérisation, donc le risque d'adénocar. Et à la TOGD, c'est plutôt une sténose axiale, régulière, courte et bas située. Ça donne donc l'aspect en entonnoir. Troisièmement, la sténose radique après radiothérapie, aussi c'est une lésion qui peut dégénérer. Quatrièmement, la sténose post-chirurgicale après les anastomoses ou après l'intervention de Nissen sur le reflux gastro-œsophagien. Troisième étiologie, donc les œsophagites. Pour les œsophagites, on va parler d'abord des œsophagites infectieuses.
En fait, les œsophagites infectieuses, c'est fréquent chez les immunodéprimés. C'est généralement 3 germes, il faut les apprendre. Là, je me dis question d'examen. D'abord, Candida albicans, la CMV et l'herpès. Et ça donne une dysphagie très douloureuse. On peut avoir aussi une œsophagite post-radique, une œsophagite médicamenteuse. Dans ce cas, les lésions prédominent au tiers moyen de l'œsophage. Ça va donner des lésions suspendues sous forme d'ulcération. Avec Alèche, il faut compléter par la TDM ou les chondroscopies, à la femme à risque d'ulcération profonde ou de perforation. Généralement, ça survient suite à la prise de médicaments sans eau, notamment les cyclines, le KCL, l'aspirine et l'AINES et le bisphosphonate. Une entité maintenant très importante à apprendre, facilement, je me dis aller à beaucoup de questions d'examen, l'œsophagite aéosinophile, qui est une entité récente. Alors, l'œsophagite aéosinophile, ça survient chez les enfants ou chez les jeunes, ayant un terrain d'atopie, donc association généralement à l'asthme, à la dermatite atopique, et qui va donner donc des épisodes d'impaction alimentaire, donc récidivants. À la fibroscopie, c'est un œsophage normal, parfois pseudotrachéal, donc l'aspect de plusieurs anneaux. Et pour confirmer le diagnostic, il faut faire des biopsies étagées. On peut voir donc des micro-abcès éosinophiles, et la concentration des éosinophiles, c'est supérieur à 15 par champ au microscope optique, et ça confirme le diagnostic d'œsophagite aéosinophile. Une autre entité aussi récente, et là je me disais d'aller à des questions d'examen, c'est l'œsophagite disséquante chronique. Alors, Zeda Kif Kif, c'est une cause de dysphagie œsophagienne à fibroscopie généralement normale. En fait, c'est dû à un décollement superficiel de la muqueuse. Donc, parfois, on peut voir ce décollement à la fibroscopie sous forme de dépôt blanchâtre. Les causes, c'est généralement secondaires, soit à un RGO, à une dermatose, notamment le lichen plein ou le pemphigus, la maladie de Crohn ou la maladie cœliaque. Dans ce cas, là où le pronostic n'est pas réservé, donc c'est une dysphagie qui est intermittente, mais parfois c'est primitif dans 20% des cas et ça va donc donner une dysphagie qui est continue. On a aussi les corps étrangers œsophagiens. Là, attention, ça peut révéler une sténose œsophagienne sous-jacente complétée par la fibroscopie. Le risque principal, c'est la perforation, donc qui expose au risque d'emphysème cervical, voire de médiasténite. Ou là, généralement, il y a 4 endroits, le corps étranger, c'est des zones de rétrécissement physiologique de l'œsophage. C'est à apprendre, question encore. D'abord la jonction œsophage-pharynx FC6, puis la zone de croisement avec l'arc de l'aorte. On a aussi la zone de compression par la branche souche gauche et l'hiatus œsophagien diaphragmatique au niveau de T10. On peut avoir aussi une compression extrinsèque, dans ce cas la fibro est normale, il faut compléter par TDM TAP, en cas d'adénopathie médiastinale, d'anévrisme de l'aorte, d'hypertrophie de l'OG, du tumeur pulmonaire. Tumeur pulmonaire, soit c'est une compression, soit par fistule. C'est les deux mécanismes de la dysphagie en cas de tumeur pulmonaire. Et une entité aussi à apprendre, c'est la dysphagie illusoria. En fait, la dysphagie illusoria, on a une malformation, anomalie de naissance de l'artère sous-clavière droite qui va naître, pas du tronc artériel brachiocéphalique, va naître donc de l'aorte directement. Il va avoir un trajet rétro-œsophagien et va comprimer donc la partie postérieure de l'œsophage. On aura une sorte de compression pulsatile, fil fibro, et il faut confirmer le diagnostic par la TOGD ou par le scanner. Autre cause, le diverticule hyperphrénique, qui est un diverticule de pulsion, favorisé par le trouble moteur de l'œsophage au niveau de la partie inférieure de l'œsophage thoracique et qui peut être secondaire à un RGO. Dima donc reflux, il des diverticules ou diagnostic bien sûr par la fibro. On a aussi l'anneau de Chatsky. L'anneau de Chatsky, c'est un diaphragme muqueux du bas œsophage, généralement au-dessus d'une hernie hiatale. Ça donne une dysphagie intermittente. Mais parfois, l'anneau œsophagien, il est haut situé. Dans ce cas, c'est le syndrome de Plummer-Vinson ou Kelly-Patterson. Là, c'est une femme jeune, généralement, qui a une carence martiale, donc des signes cutanés muqueux de sidoropénie, qui se plaint de dysphagie haute. Il faut faire le diagnostic par la fibroscopie qui montre un anneau haut situé. Ou là, attention, il faut les suivre, il y a un risque de dégénérescence. Deuxièmement, les causes fonctionnelles. Alors, les causes fonctionnelles, les troubles moteurs de l'œsophage, c'est surtout la chalasie. La chalasie, donc, on dira ou la chalasie du sphincter supérieur de l'œsophage, qui donne une dysphagie indolore avec des fausses routes. La manométrie importante, qui montre l'absence de relaxation du sphincter à la déglutition.
Le traitement, c'est la myotomie de muscles cricopharyngiens. On a la maladie de spasme du flux de l'œsophage qui survient chez le sujet généralement âgé, plus que 50 ans, qui donne une dysphagie capricieuse et ça va donner des crises douloureuses, rétrosternales, pseudo-angineuses, généralement au premier plan. Donc la plainte, le spasme du flux de l'œsophage, c'est les douleurs thoraciques angineuses. Et c'est la manométrie qui confirme le diagnostic en montrant des contractions d'amplitude de durée prolongée mais qui sont non propagées, avec aspect en pile d'assiette caractéristique. On a aussi le syndrome de contraction œsophagienne douloureuse, c'est l'œsophage casse-noisette, kiff. Les douleurs thoraciques au premier plan. Là, les contractions œsophagiennes sont toujours propagées, mais il y a une augmentation très importante de la durée et de l'amplitude des ondes fait le manométrie. Et on arrive à l'entité la plus importante, la cause fonctionnelle, c'est la chalasie ou le méga-œsophage idiopathique ou le cardiospasme. Donc ça survient généralement entre la 3e et la 5e décennie. Le sexe ratio 1, alors pas de prédominance féminine, généralement il y a un contexte familial et la pathogénie c'est une atteinte de l'innervation intrinsèque cholinergique de l'œsophage par perte des ganglions nerveux du plexus myentérique. Cliniquement, la dysphagie elle est constante. Elle est paradoxale, qui m'a dit paradoxale dans 20% des cas capricieuse, parfois douloureuse, et s'accompagne de régurgitation. Elle s'améliore aux manœuvres de Valsalva suite à l'ingestion d'une grande quantité d'eau et s'aggrave par une alimentation froide, parfois suite à l'émotion ou un stress, ça peut donner des dysphagies aiguës. Donc, si les douleurs thoraciques prédominent, c'est une forme particulière, c'est ce qu'on appelle la chalasie vigoureuse. Ça peut aussi s'accompagner d'amaigrissement. Le diagnostic, il est manométrique, mais comme on l'a dit, il faut débuter par la fibro pour éliminer une cause organique. On peut avoir aussi le signe de ressaut caractéristique du spasme du cardia. En fait, c'est la résistance souple du cardia qui est vaincue juste par la progression du fibroscope. On peut avoir un aspect en rosette. En fait, les plis convergent vers un orifice cardial punctiforme ou une stase œsophagienne. Et à la manométrie, la triade, le signe donc indispensable constant, c'est la péristatisme du corps de l'œsophage à la déglutition des ondes jamais propagées. Autre signe inconstant, c'est le défaut de relaxation du sphincter inférieur de l'œsophage à la déglutition et c'est l'hypertonie au repos de ce sphincter inférieur de l'œsophage. Et c'est là où le traitement agit, sur cette hypertonie. Attention, le diagnostic différentiel de la chalasie. Ça peut être une pseudo-achalasie néoplasique liée à une infiltration néoplasique de la jonction œsogastrique. Les signes donc suspects, c'est un début tardif, donc âge supérieur à 50 ans, une perte de poids importante et une hypertension importante du sphincter inférieur de l'œsophage. Les causes, donc, soit c'est un cancer du cardia, un cancer de l'œsophage, un cancer du sein, du pancréas, de l'utérus ou de la prostate, et le cancer du poumon, surtout le carcinome à petites cellules. Dans ce cas, c'est plutôt paranéoplasique par présence d'anticorps antiplexus myentérique. Maintenant, les troubles moteurs secondaires, donc des causes à prendre. La maladie de Chagas, qui est une maladie parasitaire, la sclérodermie, mais aussi le diabète et l'amylose.